Bonjour et bienvenue dans ce carnet de guerre où l'on va parler tactica et plus précisément pour Briscard, mouvement, attaque, défense. Un tactica qui va sans doute être relativement long parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est que j'ai attendu de faire ce tactica pour avoir le livre de saison 2 au cas où il y aurait des petites choses qui vont changer. Je ne vais pas parler explicitement des montures et des colosses dans ce tactica. Je vais réserver ça pour un tactica séparé pour chacun. Ça permettra d'être plus précis dans mes propos. De même que je ne vais pas détailler en détail les actions dont on va parler, excepté peut-être pour celles qui sont dans le livre de campagne, pour les gens qui ne l'auraient pas, je vais être un peu plus précis sur ces actions-là. Mais grosso modo, dotez-vous du livre de règles et des autres bouquins si vous voulez avoir comment on fait les jets, quelles caractéristiques on utilise, etc., etc. Donc voilà pour les préliminaires de ce tactica. On passe directement au vif du sujet et on commence avec les mouvements. Donc les mouvements, comme on l'a vu dans les précédents tactica, les mouvements vont être conditionnés par la table de jeu. C'est elle qui va vous dire où il y a des décors, où il n'y en a pas, où vous pouvez passer, où vous ne pouvez pas, etc., etc. Mais on peut trouver un certain nombre de généralités au mouvement. L'action de mouvement déjà de base va vous permettre de vous déplacer, d'atteindre des objectifs, d'atteindre un briscard adverse ou même un allié. Ça c'est quelque chose de basique, il n'y a pas grand chose à dire dessus, si ce n'est que le premier mouvement est gratuit, donc vous pouvez très bien décider de taper parce que vous êtes au corps à corps, et ensuite, parce que vous avez battu votre adversaire, vous pouvez vous déplacer gratuitement. C'est pas la première action qui est gratuite, c'est le premier mouvement. Et ça, c'est important de l'avoir en tête quand on fait du briscard, parce que ça peut donner un avantage certain. De même que si votre briscard perd tous ses PA, pour X raisons, il a quand même droit à son mouvement gratuit. Je pense principalement à un Shiver Me Timber d'un tir d'artillerie ou un autre. Vous avez quand même le droit à votre mouvement gratuit si vous n'avez plus de PA. Donc vous pouvez vous relever, par exemple. Ça, c'est grosso modo, pour le mouvement, c'est difficile d'arriver à expliquer extrêmement bien les choses. Calculez bien toujours, vous pouvez calculer les brasses à tout moment. Donc, essayez de vous positionner quand même de façon à être avantagé derrière un couvert, mais à X brasses de celui-ci parce qu'il y a un adversaire pas loin. De même que quand vous allez au contact d'un adversaire, vous n'êtes pas du tout obligé de vous mettre socle à socle. Vous pouvez très bien vous mettre à une demi-brasse, juste à distance de zone de contrôle. On reviendra sur la zone de contrôle en attaque. Ou alors à 2 brasses si vous avez de la longe. Essayez de vous positionner comme il faut pour réfléchir à votre tactique. Le mouvement va devoir être réfléchi. Vous pouvez pas, bien sûr que vous pouvez aller droit devant comme un bœuf. Ça, vous pouvez toujours le faire. Mais si vous réfléchissez un petit peu au mouvement et à l'utilité de ce mouvement, qu'est-ce que vous voulez en faire de ce mouvement, vous allez pouvoir trouver des petites choses à faire. Mais évidemment, ça dépendra de la table et ça dépendra du positionnement des figurines sur le jeu. Donc, je ne vais pas pouvoir expliciter toutes les situations. Donc, réfléchissez à vos mouvements. Ça paraît bête de dire ça comme ça, mais je pense que vous pouvez gagner en efficacité si vos mouvements sont réfléchis. Dans les mouvements, il y a d'autres choses que vous pouvez faire. Il y a une course, par exemple. La course, elle est bien si vous avez une distance à faire et que vous savez que vous n'allez pas attaquer après ou que vous n'allez faire aucune action. La course met fin à votre activation et du coup, c'est problématique parce que vous ne pouvez rien faire d'autre. Seulement si ça consiste juste à avancer le plus loin possible ou à fuir un adversaire également le plus vite possible, la course est un très bon choix parce qu'elle vous permet de faire 2 fois le mouvement, 2 fois votre butt, le chiffre qu'il y a dans votre butt, et après vous pouvez garder tous les PA en défense. Moi, il m'est arrivé, rarement, mais il m'est arrivé quelques fois, de vouloir fuir un adversaire, et du coup j'ai fait simplement le mouvement gratuit, la course, et ensuite j'ai gardé tous mes PA en réserve pour mes défenses, ce qui en fait quand même beaucoup. Une autre spécificité à Briscard, c'est que vous pouvez sauter, grimper. Il y a plein de petites actions de mouvement, faire la courte échelle, qui vont vous permettre d'aider quelqu'un à monter quelque part, de vous-même grimper quelque part, ou alors de prendre un raccourci fait par la gravité. Donc, ces petites actions-là, elles sont aussi
dépendante de la table de jeu. Je ne vais pas pouvoir vous dire, bah voilà, on peut faire ci, on peut faire ça. Seulement, il faut bien se dire une chose. Alors, c'est très intéressant pour un tireur d'être en surélevé par rapport à sa cible. Donc, profitez de l'action de grimper. Si vous voulez gagner un peu de temps, sauter dans le vide, ça peut être bien. Seulement faites attention, il y a un jet de réception. Et du coup, vous pouvez perdre plus de temps et de PA que vous en avez, que vous espériez. Donc, essayez toujours de calculer les difficultés de vos différents jets ou de voir s'il n'y a pas plus rapide ou plus sécure quand vous faites une action de mouvement du type sauter dans le vide. Une action intéressante qu'on trouve dans le livre de campagne, c'est l'action écrantée. C'est une action qui vous permet de passer votre bonus de couvert de plus 3 à plus 5 si c'est un briscard qui se met devant le tireur. Cette action est une action qui est également extrêmement limitée dans le sens où si le tireur après va se positionner de façon à ce que vous ne puissiez pas écranter votre protégé, bah du coup voilà, ça sert pas à grand chose. L'écrantage peut être très utile si vous devez vraiment protéger un briscard qui est faible et que vous avez besoin absolument, tel un magicien ou autre, mais il faut se dire qu'il faut positionner les figurines de façon à ce que du coup le tireur ne puisse pas après faire tout le tour, ou même engager bêtement le briscard protégé au corps à corps, etc. Donc c'est également dépendant de la table de jeu, comme beaucoup d'autres choses. Une action qui est très intéressante, c'est le désengagement. Le désengagement, ça vous permet de sauver vos miches quand vous vous sentez vraiment pas bien dans un corps à corps. Seulement le désengagement, il est parfois très compliqué à réaliser. Les caractéristiques utilisées sont souvent en lien avec des costauds, enfin avec des gens qui tapent, plutôt qu'avec des gens agiles. Alors il existe des figurines qui ont des compétences telles que actuellement Mucus, qui vous permet de vous désengager pour 1 PA de moins, ce qui est bien, ou certains qui se désengagent sur Dex x2 plutôt que de faire Dex plus Force. Dex plus Constit, pardon, je crois, comparé à à Constit plus Force pour celui qui essaie de vous retenir. Donc le désengagement, n'hésitez pas à l'utiliser, ne serait-ce que pour vous positionner favorablement. Vous pouvez très bien vous désengager d'un corps à corps, mettons, j'imagine, une figurine avec allonge contre une figurine sans allonge. La figurine avec allonge pourrait très bien décider de se désengager du corps à corps avec l'autre, pour se positionner à deux brasses, pour qu'elle puisse taper sans que l'autre puisse riposter sur une contre-attaque. Ne pas hésiter à faire justement des désengagements. Ça prend 2 PA, mais ça peut être 2 PA investis judicieusement. Donc ça, c'est encore une question de, je dirais, de situation, plus que de règles de base. Une autre action, c'est l'assaut au niveau du mouvement. Faites toujours, enfin, à une exception près, je dirais presque, faites toujours des assauts. N'hésitez jamais à faire un assaut. La plupart du temps, quand on va en corps à corps, on considère de façon, disons, automatique le fait de faire un assaut. Seulement, ce n'est pas le cas. Dites toujours bien à votre adversaire que vous faites un assaut. Les bonus d'assaut sont très importants. Ils vous permettent de faire une critique sur 9-10 à la place de 10. Et ça, c'est vraiment, vraiment très fort. N'oubliez pas que pour réussir un assaut, il faut que vous parcouriez la moitié de la valeur, enfin de la moitié de la valeur qui est dans votre botte en brasse. Vous ne pouvez pas faire un assaut à une brasse. Donc, vous êtes toujours obligé de vous positionner correctement. J'ai vu beaucoup de parties où, en fait, les gens faisaient des assauts pas légitimes, parce qu'ils étaient à une brasse de quelqu'un et que ils avaient 5 ou 6 de mouvement. Les figurines avec beaucoup de mouvement vont avoir plus de mal à faire un assaut qu'une figurine qui n'a pas beaucoup de mouvement. C'est très important de se souvenir de la distance minimum à parcourir pour réaliser un assaut. Ça, c'est vraiment très important. Le bonus, par contre, est très conséquent. Vous augmentez de 1 votre marge de critique. Si vous faisiez des critiques sur 9-10, vous faites 8, 9-10. Alors, ça devient vite, très très fort avec certaines figurines qui bénéficient déjà d'un bonus aux critiques. Donc, vous pouvez faire très très mal. Je crois que pour les mouvements, on a à peu près tout dit. On va reparler du mouvement quand il y aura justement, juste maintenant, qu'on va parler des zones de contrôle et de l'attaque. Mais je crois que pour les actions principales de mouvement, c'est un petit peu tout. Au niveau des attaques, la première chose à prendre en compte, c'est la zone de contrôle. La zone de contrôle, qu'est-ce que c'est ? C'est la zone dans laquelle votre briscard peut agir et par défaut attaquer
Ses adversaires. Les zones de contrôle de base sont d'une demi-brasse, tandis que si vous possédez une arme qui a allonge ou si vous possédez vous-même la compétence allonge, vous avez 2 brasses de zone de contrôle. Il existe, entre guillemets, des zones de contrôle supplémentaires, c'est-à-dire socle à socle, les 2 socles doivent se toucher, et une zone de contrôle spécifique aux colosses et aux montures, qui est d'une brasse, mais je reviendrai dessus plus précisément quand on travaillera quand je ferai le tactica sur les colosses et les montures. Donc du coup, ces zones de contrôle, ça vous permet de faire quoi ? Ça vous permet d'agir sur votre environnement, de faire des objectifs, d'utiliser des compétences, etc. Mais ça vous permet de taper également. Quand vous êtes dans la zone de contrôle d'un briscard adverse, vous ne pouvez pas en sortir à moins que vous ne fassiez un désengagement ou une feinte. Bref, quelque chose qui annule la zone de contrôle adverse, entre guillemets. Vous pouvez par contre bouger comme bon vous semble dans la zone de contrôle de votre adversaire. Et ça va être très important à prendre en compte parce que du coup, ça va donner une difficulté supplémentaire pour bien protéger les briscards que vous voulez protéger. Puisque une fois dans la zone de contrôle, mettons que vous êtes dans une zone de contrôle d'un adversaire qui a une zone de contrôle de 2 brasses, ce qui fait beaucoup, vous allez quand même avoir une liberté de mouvement qui est très importante. Alors, vous ne pouvez plus tirer dans cette zone de contrôle. Par contre, vous pouvez vous déplacer où vous voulez dans la zone de contrôle. Et ça va vous permettre de tourner autour de votre adversaire. Le cas échéant, d'aller chercher un objectif ou autre chose. Donc, il faut bien se rendre compte que la zone de contrôle vous limite un petit peu, mais qu'il va falloir positionner vos briscards de façon à ce que les zones de contrôle vos zones de contrôle se superposent les unes aux autres, mais restreignent un maximum les mouvements de l'adversaire, du moins jusqu'à ce qu'il tente un désengagement ou qu'il fasse une feinte. Et ça, c'est très important de le comprendre parce que du coup, le positionnement de vos briscards va être très important. Je vais revenir là-dessus quand je parlerai de la défense pour vous expliquer quelques techniques qui vont vous permettre de limiter justement les déplacements adverses. Et donc, au niveau des attaques, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, il y a pas mal d'actions d'attaque. Alors, vous avez l'attaque de base, le classique, qui vous prend 2 PA. Vous avez la botte qui vous prend 3 PA normalement ou... évidemment, s'il est inscrit sur la carte que ça coûte plus ou moins, ça, la carte prend le pas sur les règles. Vous avez également la feinte, qui est une action que vous pouvez trouver dans le livre de campagne, qui est une action qui ne fera pas de dégâts, une action d'attaque donc, qui ne fera pas de dégâts, mais qui vous permettra de passer, de vous désengager, entre guillemets, de passer outre la zone de contrôle de votre adversaire pour foutre le camp ou aller ailleurs. Vous ferez des dégâts quand même à condition que vous fassiez des réussites critiques. Là, les dégâts de force sont faits, mais les dégâts de l'arme ne sont pas pris en compte. La feinte a un avantage vraiment fort à ce niveau-là parce que vous utilisez dextérité plus mentale, ce qui veut dire que la plupart des entre guillemets des petits briscards ou des briscards qui sont faibles au corps à corps ont soit une dextérité qui est pas dégueu, soit un mental qui n'est pas dégueu non plus. Et du coup, vous pouvez quand même essayer de vous en tirer si vous êtes contre un gros boss, entre guillemets. Le briscard défenseur de la feinte peut défendre normalement. Donc à utiliser avec un minimum de précaution, mais c'est une très bonne alternative pour pouvoir foutre le camp. De même que les briscards, de souvenir j'ai Mae et le coupe-jarret en tête, eux n'utilisent pas autant de PA que la feinte d'origine. Pour feinter, Mae a le canif et le coupe-jarret, je ne sais plus ce que c'est. Je crois que c'est le canif aussi. Donc c'est toujours très bien de penser à la feinte, ne pas oublier cette attaque en fait, parce que oui, c'est une attaque. Ne pas l'oublier dans les méandres des trucs qu'on n'utilise jamais. Ça peut vous servir, ça peut vraiment vous rendre la vie beaucoup plus facile avec des briscards un peu légers mais extrêmement dextres. C'est dur à dire, essayez. Vous avez encore dans les attaques le lancer d'objets ou de briscards. Et ça, c'est un grand passe-temps. C'est que du bonheur. Alors, le lancer d'objets, vous devez évidemment avoir une cible valide. Souvent, vous allez prendre une bouteille pour le lancer sur un briscard adverse. Un tonneau, une chaise, une table. Bref, vous avez la possibilité de faire ça plein de fois. Ou alors, vous pouvez prendre carrément un briscard et le lancer sur un de vos adversaires. Et ça, c'est jouissif. Donc, vous prenez un briscard un peu léger. Vous devez avoir une force supérieure à sa constite ou égale.
et vous le lancez sur un adversaire. Les dégâts sont expliqués dans le livre de règles, mais il y a des clarifications dans le livre de campagne. Je vous laisserai aller voir ça. C'est pas des dégâts qui sont forcément colossaux, mais bêtement, pour vous débarrasser d'un briscard qui vous embête, le désengagement, vous n'êtes pas sûr d'y arriver, ou sur un malentendu, ça peut vous embêter, lancez le briscard sur un autre. Ça vous permet de gagner et du temps et de la place, et de faire, disons, de vous désengager, entre guillemets, puisque le briscard qui vous tenait dans sa zone de contrôle n'est plus là. Évidemment, il faut le lancer à 2-3 brasses, mais certains spécialistes du lancer, comme les pandas par exemple, qui ont beaucoup de C, beaucoup de F, Kinak, c'est juste, l'ours blanc de Tuléa, par exemple, ils ont, ou bien alors même certains Birgus, ont donc cette particularité d'avoir des lancers qui sont relativement faciles, et qui peuvent les sortir d'un embourbement où ils auraient eu du mal, à moins évidemment de bourrer le briscard adverse, mais c'est pas toujours évident. Je pense notamment à des briscards qui sont très résistants en défense, comme par exemple les Rotuma, bébé Rotuma. Rien ne vous empêche de les lancer, à la place d'essayer de leur taper dessus et de les tuer pour, entre guillemets, arriver à un résultat très moyen, souvent, avec leur grosse armure et quand même une défense potable. Vous pouvez très bien vous en débarrasser en la lançant. Donc voilà. Par contre, il faut lancer sur une cible valide, c'est-à-dire soit un briscard adverse, soit une structure destructible, entre guillemets. Donc vous ne pouvez plus le lancer au petit bonheur la chance, dans le pré, etc. Vous devez vraiment choisir, ça a été clarifié, une cible valide. Et c'est là en fait toute la difficulté du lancer, c'est que parfois les cibles valides, elles se trouvent à cette brasse, et du coup le jet va être, il va falloir faire un jet de dés astronomique pour arriver à lancer. Une action d'attaque qui est intéressante aussi, c'est ceinturer. Alors ceinturer, c'est un jet de force opposé, comme dans le livre de règles. Certains briscards ont évidemment des facilités à ceinturer parce qu'ils ont une grosse force. Par contre, il faut bien se rendre compte que ceinturer, vous n'agissez plus, et le briscard que vous ceinturez n'agit plus non plus. Vous n'avez même pas le droit de défendre. Alors, ceinturer un briscard, c'est hyper pratique quand vous êtes en supériorité numérique. C'est-à-dire que, par exemple, votre figurine qui a beaucoup de force va ceinturer le briscard adverse. Ensuite, normalement, c'est à l'autre de jouer, mais si vous êtes en supériorité numérique, peut-être qu'il a déjà joué toutes ses figurines, et ça, c'est intéressant. Et vous, après, vous allez avec vos, entre guillemets, petits briscards, le suriner, le poinçonner, ce que vous voulez, il ne peut pas défendre. Donc, il n'a pas la possibilité de faire de jet. Grosso modo, vous le touchez automatiquement, à moins que vous fassiez un échec critique. Et ça va permettre à des petits briscards de faire beaucoup de dégâts s'il y a un gros qui ceinture un autre. Après, il faut aussi se dire que dans l'autre sens, ça marche aussi, c'est-à-dire que si vous ceinturez un briscard, s'il lui reste une figurine, par exemple, à jouer, eh bien, il n'est pas impossible qu'il décide de venir suriner la figurine qui ceinture son allié. Donc, faites attention avec le ceinturage. N'oubliez pas que vous pouvez le faire, surtout que c'est une action qui est gratuite, ça coûte 0 PA. Et du coup, c'est toujours utile. Vous pouvez même le faire en fin d'activation. Par exemple, vous tabassez quelqu'un, ou vous bougez, etc. Il vous reste, grosso modo, 0 PA à la fin. Vous pouvez décider de ceinturer votre adversaire, comme ça lui-même ne pourra pas bouger ou devra faire un jet de force opposé pour se libérer. C'est jamais perdu. Ceinturer n'est jamais perdu, mais il faut faire attention à quand on le fait. Ensuite, quelques actions un peu particulières. Le coup de boule. Alors, le coup de boule, c'est justement une action qui se passe dans cette zone de contrôle de socle à socle. Vous devez être vraiment socle à socle, physiquement toucher votre adversaire pour faire ce coup de boule. C'est un jet un peu particulier puisque c'est force et constite en opposition. Et ça, c'est important de le savoir. C'est-à-dire que votre adversaire ne défendra pas normalement, il devra faire un jet de force et constite. Les dégâts sont faits en fonction de la constite. Et si jamais, l'avantage du coup de boule, c'est que si vous faites une réussite critique, votre adversaire tombe, doit faire un jet de morale avant de se relever. Et ça, c'est vraiment, entre guillemets, balèze, parce qu'il y a plein de choses que vous pouvez faire avec ce coup de boule. Alors, ça coûte 2 PA, c'est une action normale. La limite du socle à socle est parfois dérangeante. Par contre, F plus C en opposition, ça, c'est vraiment fort parce que vous allez sans doute pas utiliser un coup de boule sur une figurine
qui a beaucoup de force et de constite, ça paraîtrait un peu bizarre. Les dégâts, on s'en fout, à moins que vous ayez vraiment une très très grosse constite, vous avez peut-être meilleur temps de mettre un coup de poing. Mais par contre, si vous faites une réussite critique, l'adversaire déjà est au sol, donc il va devoir utiliser son mouvement gratuit ou un mouvement pour se relever. Et surtout, il va devoir faire un jet de morale, ce qui peut lui poser problème. Alors ce jet de morale est un peu spécial parce qu'il peut être boosté, mais s'il le rate, il peut pas se relever. Et du coup, il va pas pouvoir faire grand-chose d'autre, puisqu'il est au sol. Donc ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué pour ce briscard-là. Ça peut être intéressant de faire un coup de boule, mais il faut viser la réussite critique. Donc soit vous prévoyez une relance, soit carrément vous utilisez 2 dés. C'est également une action que vous pouvez faire pour arrêter un mage. Je reviendrai plus spécifiquement dans la vidéo Tactica sur les magies. Mais quand un mage incante, s'il a été con au point de rester au corps à corps, vous pouvez faire ce jet-là et vous pouvez stopper son incantation. Et ça, c'est important parce que les incantations, c'est quand même quelque chose de relativement fort. Le problème, c'est qu'il faut être socle à socle, comme je l'ai dit. Et comme le mage peut bouger dans la zone de contrôle, dans votre zone de contrôle, comme il veut, tant qu'il ne sort pas de cette zone, il faut que votre adversaire, entre guillemets, fasse l'erreur d'oublier de bouger son mage. Ça va être un truc débattu dans la vidéo Tactica sur la magie, parce qu'à mon avis, il y a une erreur là-dessus. Mais vous pouvez l'utiliser pour contrer une incantation, comme plusieurs autres actions. Après le coup de boule, on a le coup de pied. Alors le coup de pied, c'est un peu le même principe. Vous faites un jet de dextérité constite en opposition, c'est-à-dire que votre adversaire ne défend pas normalement, entre guillemets. Vous faites des dégâts qui sont en fonction de la dextérité. En cas de réussite critique, votre adversaire a -1 de mouvement pendant 3 tours, et ça c'est important, parce que déjà 3 tours c'est long. -1 de mouvement, ça peut lui vraiment handicaper la vie. J'imagine un Birgus avec 2 de mouvement, du coup il va, même s'il a des bonus pour avancer, il va pas avancer bien vite. Par contre, attention, si vous faites un échec critique, c'est vous qui vous cassez la gueule. Vous perdez le reste de votre activation, et ça c'est pas négligeable non plus. Donc prévoyez la relance si jamais vous faites un 1. Quand vous utilisez un coup de pied. Le coup de pied est utilisé, et le coup de poing qui va suivre après, c'est utilisé principalement par des figurines qui n'ont pas d'armes de corps à corps de base sur leur carte, telles que le Fugu par exemple, ou les archers Maok. Ils n'ont pas d'armes de corps à corps, alors soit vous payez des PO pour leur donner des armes, soit vous dites, bon bah je vais utiliser coup de pied, coup de boule, coup de poing. Ils feront pas beaucoup de dégâts, mais au moins ça leur permettra de taper au corps à corps. Ou alors vous décidez de les sortir du corps à corps. Mais c'est pas totalement impossible. Moi, ça m'est arrivé une fois avec l'archer Maok de ne plus avoir de munitions. Et du coup, j'ai dû taper au coup de pied. C'était si vous voulez voir, j'ai fait justement une vidéo là-dessus. Enfin, ça fait partie d'une vidéo. C'est le rapport de tournoi à Ferney, à la contre-montre du jeu. Vous les avez dans les vidéos, c'est la dernière partie où on était sur le dragon. C'était très épique, mais j'ai dû finir l'adversaire à coup de pied, quoi. Donc voilà. Le coup de poing, c'est une attaque normale, ça fait des dégâts en fonction de la force, il n'y a rien à dire de particulier là-dessus. Si ce n'est que vous pouvez, si ma mémoire est bonne, j'ai pas les bouquins sous les yeux, interrompre une incantation, avec le coup de poing. Donc c'est toujours utile de se dire, ah bah voilà, j'ai le coup de poing, je peux taper. Ça, c'est à peu près, grosso modo, tout ce qu'il y a au niveau des attaques, entre guillemets, de corps à corps, où les zones de contrôle sont importantes pour que vous puissiez gérer comment vous tapez, sur qui vous tapez. Il faut aussi bien vous rendre compte que la plupart des armes ont des capacités spéciales. La plupart des briscards ont des capacités spéciales, notamment en bot. Il y a plein d'effets particuliers qu'il faut bien lire la bot, bien la comprendre. Et il faudra toujours essayez d'avoir un pense-bête pour se souvenir que vous avez toutes ces actions à disposition, parce que on en oublie facilement une ou deux si on les a pas sous les yeux. Par contre, si on a le pense-bête, vous allez pouvoir, regarder à chaque fois, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire, comment est-ce que je pourrais le faire. Bien entendu, connaître sa figurine, c'est important, parce qu'il y en a qui sont plus du style à utiliser une attaque, une botte plutôt qu'un coup de poing ou un coup de pied, mais ne pas négliger ces petites actions à côté parce qu'elles peuvent justement vous sauver la mise parce qu'elles ont des effets spéciaux. Ça c'est pour les attaques de corps à corps entre guillemets, et il y a les attaques de tir. Alors les attaques de tir c'est principalement la même chose. Il faut faire attention au couvert.
À ce moment-là, vous avez une action qui s'appelle viser, qui n'est pas négligeable non plus, qui annule le couvert d'un adversaire, et ça c'est très important de s'en souvenir. C'est aussi une de ces petites actions qu'on a tendance à oublier, parce que c'est pas forcément instinctif de se dire tiens, je vais viser pour annuler le couvert, on préfère jeter les dés, et même si avec un malus, on prend un dé en plus, quoi. C'est pas grave, mais par contre ça vous économise des PA. Vous avez également la compétence s'agenouiller, qui vous permet, si vous faites viser, vous réussissez automatiquement le jet de visée. Il y a plein de petites choses comme ça où prenez justement le temps de regarder et d'analyser la situation. Tiens, j'ai mon tireur qui est là, est-ce que j'ai meilleur temps de faire un déplacement, de m'agenouiller et de viser, de carrément tirer sur une autre cible? Prenez un peu le temps. Une fois que vous aurez l'habitude des parties briscards, vous allez de toute façon pouvoir voir les situations beaucoup plus vite. Mais les premières parties, vraiment prenez le temps d'analyser les situations. Si vous êtes débutant, demandez à votre adversaire, qui techniquement, soit c'est un débutant aussi, et dans ce cas-là, vous avez le nez un petit peu dans les bouquins, mais ça fait partie de l'apprentissage. Soit c'est quelqu'un qui vous donne une initiation, et demandez-lui quelles sont vos options. Briscard est rempli de petites actions qui sont la plupart du temps utilisées uniquement en scénario, négocier, crocheter un coffre, etc. Par contre, il y a des actions qu'on oublie. S'agenouiller, typiquement, c'est pas du tout la première chose qui me vient en tête. Quand j'ai un tireur, moi je préfère être plutôt agressif avec les tireurs, mais rien n'empêcherait de m'agenouiller derrière un couvert, parce que déjà ça me donne un couvert. Ensuite de viser pour être sûr de vraiment atteindre ma cible. Il y a des tireurs qui bénéficient vraiment beaucoup de ce genre d'action. Comment il s'appelle, Martin, je crois, chez les bannis, avec le fusil. Il bénéficie vraiment de s'agenouiller et de tirer, parce qu'en plus ça lui donne un couvert après quand on va essayer de le charger, enfin de lui tirer dessus ou de lui faire des dégâts. Donc à ne pas oublier. Un type de tir très particulier et très puissant également, c'est l'artillerie. L'artillerie, si vous en avez, c'est vraiment très fort. Pas forcément parce que ça fait beaucoup de dégâts, mais principalement parce que quand vous êtes sous le gabarit d'artillerie, vous devez faire un Shiver Me Timber, et que si vous devez faire un Shiver Me Timber, du coup vos points d'action restants, ils vont gicler. Au premier tour, c'est encore plus fort, puisque vous allez tirer avec l'artillerie sur une figurine. Si elle doit faire le Shiver Me Timber, à sa première activation, elle ne récupérera pas ses PA, et du coup, elle va pouvoir faire juste son action gratuite, qui sera sans doute de se relever. Et ça veut dire que vous allez pouvoir neutraliser certains briscards. Précisément, il y a des moyens d'éviter les tirs d'artillerie avec les décors, etc. Mais l'artillerie est très forte à ce niveau-là parce qu'elle va elle va empêcher vos adversaires d'avoir des actions. Moi, j'ai vu des trucs un peu, entre guillemets, un peu foufou. C'est-à-dire que il y avait un corps à corps, il y avait une artillerie. L'artillerie, alors, le briscard allié dans le corps à corps n'avait pas encore joué. L'artillerie a tiré sur le briscard ennemi qui se trouvait au contact de l'allié du corps à corps pour lui faire virer ses points de CPA restants, parce qu'il avait déjà joué mais il avait gardé des PA pour la défense. Les deux ont dû faire un Shiver Me Timber parce que l'artillerie, avec le gabarit, ma foi, on touche pas forcément ce qu'on veut. Mais par contre, comme l'autre n'avait pas, l'allié de l'artillerie n'avait pas joué, il a pu récupérer ses PA, il a pu se relever et taper un type qui était par terre. Donc, il faut arriver à gérer justement le fait que vous allez bouffer les PA de votre adversaire, et du coup ça peut l'empêcher de faire des défenses efficaces, ça peut l'empêcher de faire des actions également de défense, ça peut vraiment être hyper stratégique, même si les dégâts sont d'habitude relativement conséquents, mais même si vous ne faites pas beaucoup de dégâts, ça peut vous donner un avantage certain. Après, évidemment, c'est un gabarit. Rotuma a 2 cartes, le reste des artilleries a 1 carte. Ce n'est pas négligeable au niveau de la portée. Vous pouvez toucher plein de briscards s'ils jouent en tas. Donc, c'est assez puissant. L'artillerie fait très peur. L'artillerie est neutralisable relativement facilement, puisque dès qu'elle est au corps à corps, dès qu'elle est dans une zone de contrôle, elle ne peut plus tirer. Et donc, méfiez-vous un petit peu d'où vous placez votre artillerie. Essayez de la placer dans un endroit difficile d'accès. Je sais que ça dépend encore une fois des tables que vous avez à disposition, mais il y a moyen de faire des choses vraiment, vraiment très fortes avec l'artillerie. Et du coup, en plus d'être stratégique, ça peut vraiment faire des dégâts. Je crois qu'on a un petit peu fait le tour des actions d'attaque. Il m'arriverait d'en oublier, je pense. Mais je crois que, grosso modo, on a fait un peu le tour de ce qu'il y avait à dire là-dessus.
Alors, avant de passer à la défense, on va quand même parler des différents états que vos briscards peuvent avoir, parce que ça fait partie de l'attaque souvent. Et ce n'est pas à négliger. Il y a 4 états, entre guillemets, dus à certaines compétences, qui sont poison, saignement, feu et choc électrique. Et il y a un état qu'on va dire global à tous les briscards, c'est l'état prostré, qui peut arriver un peu à n'importe quel moment. Alors on va commencer par les 4 premiers. Déjà le poison avec l'arrivée de la saison 2 a été remasterisé. Donc ça ne fait plus des dégâts. C'est vraiment un debuff, donc vous allez subir des pertes de caractéristiques tous les tours tant que vous n'êtes pas soigné. C'est-à-dire qu'à la première activation d'une figurine empoisonnée, elle va subir moins à toutes ses caracs, excepté le mouvement. Deuxième activation, moins 2, troisième activation, moins 3, etc., etc., etc. Le poison ne se cumule pas avec lui-même, donc ça ne sert à rien d'essayer d'empoisonner une figurine déjà empoisonnée. Par contre, il se soigne entre guillemets relativement difficilement. Il vous faut soit un cataplasme, soit un sort de soin. Point barre. Vous ne soignez pas le poison autrement. Donc si vous jouez contre des Orenok ou que vous jouez contre une armée que vous savez qu'il va y avoir du poison, prévoyez un cataplasme. Ou 2. C'est jamais perdu. Ou alors carrément un sort de soin. Mais voilà. Donc prévoyez les trucs. Essayez d'être un petit peu prévoyant. Le poison va principalement servir, je pense, à affaiblir les gros briscards pour que des plus petits puissent les atteindre. Ça va, à mon avis, être très significatif quand les colosses seront arrivés. Pas juste un ou deux, mais vraiment quand il y aura pas mal de colosses sur les tables de jeu. Ou vos briscards avec 3 de force, quand ils vont essayer de taper sur un colosse qui a 9 de constit, je pense déjà de base que le colosse va un peu s'en foutre. Donc ça va être intéressant justement de pouvoir lui mettre du poison pour baisser ses statistiques et du coup essayer de pouvoir l'atteindre avec des briscards qui ne sont pas forcément des briscards à 150 PO de briscard. Donc très intéressant le poison. Une fois qu'une carac est arrivée à 0, vous ne mourrez pas. Vous avez juste que le dé pour les actions qui dépendent de cette carac, quoi. Donc si vous avez une force à 0, vous aurez donc un dé 10 pour taper, ce qui va être assez problématique pour certains. Mais voilà. De même que quand le poison est retiré et que quand il est remis, le cas échéant, vous recommencez le décompte à 1. Vous ne continuez pas ce qui avait déjà été fait avant. Le saignement n'a pas été modifié, donc le saignement c'est des points de dégâts au début de votre activation. Les saignements se cumulent entre eux, donc si vous avez un saignement de 3 et un saignement de 2, vous perdez 5 points de dégâts à votre activation. C'est quelque chose de très très fort, ça peut vite descendre les PV de vos adversaires ou de vous-même si vous êtes victime de saignement. Par contre, il se soigne beaucoup plus facilement que le poison puisque tout regain de PV annule le saignement. Que ça soit justement cataplasme, sort de soin, viatique, l'action se restaurer si vous avez sur votre table de la nourriture, une régénération quelconque. Je crois même que le Major Abelli, de mémoire, quand il fait une réussite critique, il gagne des PV, je pense que ça annule le saignement aussi. Donc voilà, dès que vous récupérez des PV, vous soignez le saignement. C'est une capacité qui est très forte si vous prenez par exemple la stratégie de ceinturer un briscard adverse et avec vos petits briscards à côté venir le suriner. Je pense notamment aux Thuléens qui peuvent faire ça. Vous prenez un Thuléen assez fort, Kinak, Okanek, etc. Vous ceinturez un briscard adverse et ensuite soit vos petits chasseurs, soit vos petits archers viennent et avec le couteau à dépecer, il fait 3 dégâts mais il fait du saignement. Du coup vous pouvez lui mettre 2, 3, 4 coups et ça va pas faire très mal entre guillemets, ça fait entre guillemets que 3 dégâts. Par contre les coups de saignement à sa prochaine activation, s'il perd 12 PV d'un coup, là il va tirer la gueule et ça risque de faire pas mal le café. Donc ne pas hésiter à cumuler les effets de saignement sur une seule figurine si vous savez qu'il n'a pas moyen de se soigner. 2 PV par-ci, 2 PV par-là, ce n'est pas forcément ce que je... Enfin, c'est utile, mais c'est pas le plus rentable, je trouve. Par contre, vraiment cumuler les saignements sur une figue, ça, c'est intéressant. Et rien n'est plus jouissif, entre guillemets, que de voir la tête dépitée de votre adversaire quand il fait « Bon, il me reste 2 PV, je vais devoir activer cette figurine qui a du saignement, elle va mourir avant d'avoir pu être activée. » Voilà, ça c'est pour le petit côté sadique. Mais justement, ne pas négliger ces petits dégâts de saignement qui peuvent vous sauver les fesses, parfois.
Les dégâts de feu, alors grâce au livre de campagne, le feu a pris ses lettres de noblesse, si je puis dire, puisque le feu est devenu très très fort, certaines figurines également, et surtout le petit sort d'élémentaliste a des sorts primordiaux, qui était avant une petite attaque, qui faisait 3 points de dégâts sans compter l'armure. En soi, c'était pas dégueu, mais ça cassait pas des briques. Maintenant, c'est une petite attaque de feu, parce que c'est noté de feu sur la carte. Donc ça a des effets supplémentaires. Le feu a plusieurs effets. Premièrement, à chaque activation de la figurine enflammée, il perd un point de vie. Ça, c'est le petit bonus. Disons, c'est le moins intéressant de tous les bonus. Il s'éteint très difficilement, puisque vous devez faire une action qui s'appelle éteindre le feu, qui est Dex plus mental, difficulté 12 ou 14. 14, c'est si vous n'avez pas de glace ou d'eau à proximité pour éteindre ce feu. C'est un jet qui est relativement difficile à faire. Si on observe la plupart des gens, des figurines, pardon, qui ont... si on observe la plupart des figurines, Dex plus mental, ça c'est souvent pas très très haut. Donc il va quand même falloir, vous avez au mieux souvent une chance sur 2 d'éteindre le feu. Certaines figurines évidemment sont avantagées, notamment certains tireurs très dextres, comme par exemple le Fugu. Je pense également à Nabeshima qui a un mental extrêmement haut. Mais Nabeshima c'est encore un autre cas de figure. J'expliquerai après. Du coup, il y a certaines figurines qui bénéficient donc de bonus là-dessus, mais c'est relativement compliqué à éteindre. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que le feu, vous devez faire un jet de morale au début de la première activation où vous êtes enflammé. Ce jet de morale n'est fait que par des figurines qui ont un mental entre 2 et 5 et qui ne sont pas magiciens. Les figurines qui ont un mental de 1 s'en foutent parce qu'elles sont trop connes pour se rendre compte qu'elles sont enflammées. Les figurines qui ont un mental de 6 et plus se disent c'est bon, je gère, c'est qu'une petite brûlure. Et les magiciens, évidemment, le magicien ça joue avec le feu, donc ils s'en foutent. Donc c'est pour ça que Nabeshima n'est pas affecté par le feu en fait. Enfin, n'a pas de jet à faire. Parce que déjà il a 6 de mental, de morale, et... non, de mental, c'est juste. Et c'est un magicien. Ce jet va être fait. Si vous le ratez, vous êtes prostré. Si vous le réussissez, vous n'avez plus le jet à faire durant toute la partie. Vous avez surmonté votre peur du feu. Et donc le feu va vous amener justement des stratégies où il va falloir essayer de faire un maximum de jets à vos adversaires pour qu'ils finissent prostrés pour pouvoir les taper dessus gaiement. On va parler de cet état prostré justement après. Mais le feu va vous permettre de neutraliser certaines figurines qui peuvent être particulièrement violentes. Je pense notamment à Socrate, qui est une figurine qui est très très violente. Il a 9 de morale, mais par contre s'il le rate, il est prostré, et du coup son pouvoir offensif va être très 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 fortement diminué, parce que il va pas pouvoir taper. De même que si, on va revenir avec le jet de morale à la fin, mais vous pouvez carrément cumuler les jets de morale sur les gens pour essayer justement de les prostrer, et après, s'ils le ratent encore une fois, de les sortir de la table. Donc ça peut être une stratégie intéressante de jouer avec le feu. Des figurines comme justement qui possèdent le petit sort élémentaire de feu, ça devient très très fort. Ce sort est devenu vraiment très bon. Des figurines comme les archers Maok, qui ont une botte enflammée, qui en plus de faire un jet parce qu'il y a du feu, font faire un jet de morale de base, c'est vraiment devenu très très fort. Il y a plein de petites choses comme ça où certaines figurines qui possèdent des attaques de feu ont pris un up. Je pense notamment à... comment il s'appelle ? Powder Monkey, le petit singe qui est sur le canon, qui a une torchère et du coup qui fait aussi des attaques enflammées. Donc ce n'est pas à prendre à la légère ces attaques enflammées, puisqu'elles ont des effets qui sont quand même conséquents. On a un effet supplémentaire qui est apparu avec le livre de la saison 2, c'est l'effet choc électrique. Le choc électrique vous diminue vos PA, c'est-à-dire qu'au début de votre activation, vous allez jeter un des 10. Si vous faites 6 ou plus, un effet de choc électrique s'en va de votre figurine. Si vous faites 5 ou moins,
il ne se passe rien. Et vous perdez un nombre de PA égal au nombre d'effets choc électrique qu'il y a sur vous au début de votre activation. Donc si vous avez 3 chocs électriques, vous perdez 3 PA. Alors, la perte de 1 PA, c'est embêtant, mais c'est gérable. La perte de 3 PA, là, ça devient vraiment très très problématique. Ça peut vraiment être super chiant, et je le dis tel quel. Parce que du coup votre stratégie qui était basée sur un mouvement, une attaque, une esquive, un machin, des points de défense, et ben du coup elle va se retrouver disons le nez dans l'eau, et ça va être assez compliqué pour certaines figurines de gérer, notamment des figurines qui n'ont pas forcément beaucoup de PA et qui en plus tapent très cher, enfin il faut beaucoup de PA pour taper. Du coup ça va pas mal les handicaper. Ce choc électrique, en plus rien ne peut le soigner à part justement ce D6. Alors pour compenser ça, il y a 2 objets qui sont apparus avec le livre de la saison 2, qui sont des objets, soit vous ne ratez le jet que sur un échec critique, soit vous renvoyez le choc électrique sur l'adversaire. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Ces objets, je pense, vont être intéressants à équiper sur justement les personnages qui ont besoin de PA, ou alors de l'avoir, si vous jouez en tournoi, dans une réserve d'objets que vous pouvez switcher entre 2 parties si vous savez qu'il y a des adversaires qui vont jouer choc électrique. Pour l'instant, le choc électrique se limite au Fugu, je crois. Non, je crois qu'il n'y a que le Fugu pour l'instant qui a le choc électrique. Mais on risque de voir arriver des figurines de tous bords avec justement cette capacité-là. Donc à prendre pour l'instant, vous risquez pas forcément de croiser des Fugu partout, mais faire attention quand même, si jamais vous croisez des figurines avec choc électrique, ça peut vraiment vous causer beaucoup de soucis, et faire pas des gros dégâts, mais vous handicaper tellement que la partie est pliée, quoi. Surtout que les scénarios de briscard se jouent entre 4 et 6 tours, donc si vous avez 4 chocs électriques sur la tronche, vous en enlevez que 1 par tour au mieux, et vous avez une chance sur 2 de le faire. Donc vous risquez de perdre des PA sur toute la partie. C'est un petit peu dérangeant, je dirais. C'est une capacité qui est très très forte. J'espère qu'elle ne va pas trop être mise partout, parce que c'est vraiment, je pense que c'est une des capacités, enfin un des états entre guillemets les plus forts. Ça vous handicape vraiment beaucoup. Voilà pour les 4 états dus à une attaque ou à une compétence. On va passer à l'état prostré. Alors l'état prostré, c'est un état un peu particulier, puisque pour arriver dans cet état, vous devez rater un jet de morale. Je crois qu'il y a 1 ou 2 figurines qui ont des bots ou des capacités spéciales qui vous font être dans l'état prostré de base. Mais normalement, vous devez rater un jet de morale. L'état prostré, c'est que vous perdez tous vos PA restants et vous ne pouvez tenter que des actions défensives. Donc c'est très limitant comme état. Si vous ratez un 2e jet de morale quand vous êtes prostré, vous êtes retiré de la table, vous êtes trop abattu pour vous battre, etc. Cet état prostré, les jets de morale les plus classiques que vous allez devoir faire, c'est quand vous atteignez les cases de couleur sur les points de vie de vos briscards. Ça, vous avez un jet de morale à faire. Quand un de vos alliés se fait tuer à 2 brasses de vous, là, vous avez un jet de morale. Là, si vous le réussissez, par contre, vous bénéficiez d'un jet de bonus au jet d'attaque de plus 2. Donc, c'est pas négligeable. Ça, c'est quitte ou double un petit peu. Et quand vous êtes la dernière figurine de votre bande sur la table, quand il ne reste qu'une seule figurine, elle doit faire un jet de morale. Alors, il y a aussi évidemment le feu, comme on en a parlé avant. Il y a des effets qui vous font tester automatiquement au niveau du moral. Mais grosso modo, ça revient au même. Vous êtes prostré si vous ratez 2 fois un jet. Si vous êtes prostré, vous avez un jet à votre activation à faire. Si vous ratez une fois de plus ce jet, vous êtes retiré de la table. Donc même si vous avez tous vos PV, hop, merci, au revoir, vous êtes trop déprimé pour vous battre, etc. Donc on peut jouer une stratégie sur les jets de morale, parce que fatalement, vous allez finir par le rater. De même que si vous faites un 10 sur le jet de morale, vous avez raté votre jet. Moi, il m'est arrivé de perdre des pandas avec ça, et les pandas ont 10 de morale, donc j'ai fait 2-10 sur mes jets. C'est un petit peu même beaucoup, très frustrant. Pour remédier à ces problèmes, il existe
de mémoire 2 objets qui sont les racines de mandragore à mâcher et le rhum. N'hésitez pas à investir là-dedans si vous avez une figurine. Par exemple, moi maintenant, je sais que je prends un de rhum sur mes pandas parce que voilà, j'ai pas de chance. Je connais le moral de mes pandas. Ce n'est pas top. Donc n'hésitez pas à prendre du rhum ou à prendre des racines de mandragore. Ça peut vous sauver les fesses. C'est pas très cher en points. Et ça peut vraiment vous sauver les miches. De même que si vous avez par exemple des adversaires qui jouent beaucoup avec le feu, c'est toujours une bonne idée de prendre du rhum ou des racines de mandragore pour justement éviter qu'un de vos briscards passe son temps à être affecté par un état prostré ou par l'état justement qui ne peut rien faire. Donc ne pas négliger ces petits équipements qui sont pas souvent pris en fait. Je remarque que la plupart des gens préfèrent un viatique ou un cataplasme. Le cataplasme, oui. Le viatique, c'est discutable, mais préfèrent rendre des points de vie plutôt que de se dire bon je vais essayer de sauver mon gars avec du rhum. Ne pas négliger ce genre d'équipement. J'en parlerai plus précisément justement dans le Tactica sur les équipements. Mais du coup ça peut vous sauver les fesses. Donc ça c'était pour les 5 états habituels. Les 5 états habituels, il n'y a pas de liaison. Les 5 états habituels que l'on peut trouver sur les tables de briscard. Soit vous avez des stylos de couleur pour noter sur vos feuilles à chaque fois dans quel état est votre briscard. Soit vous pouvez prendre des jetons colorés que vous posez à côté de vos figurines pour ne pas les oublier, parce que vous pouvez les cumuler, vous pouvez en avoir plusieurs à la fois sur les briscards. Donc essayez de garder le compte de ça, c'est pas toujours évident. Et parfois on s'embrouille, surtout aussi au niveau de comment on les soigne. Donc un petit pense-bête pour ne pas oublier ce genre de choses-là, ça peut être bien. On va finalement passer à la partie 3 de la vidéo, entre guillemets, les défenses. Et là, il va y avoir aussi pas mal de trucs à dire justement sur comment essayer de défendre le plus efficacement ces briscards. Pour les défenses, plusieurs choses s'offrent à vous à chaque fois qu'on vous attaque. La première et la plus basique consiste à serrer les dents, encaisser le coup et essayer de ne pas avoir trop mal. C'est un jet de constite pur avec un des 10. L'avantage de cette défense, c'est qu'elle coûte 0 PA, donc vous pouvez la faire tout le temps. Le désavantage, c'est que vous n'avez qu'une seule caractéristique à mettre dans le panier, tandis que votre adversaire, à chaque fois qu'il attaque, en a 2 ou alors une qui multiplie par 2. Donc vous partez avec un désavantage, sauf évidemment les figurines qui ont une énorme constitution et les attaquants qui ont une faible force ou dextérité. Ça va, disons, vous permettre de jouer sur le dé, mais dans la plupart des cas, vous n'avez quand même qu'une seule carac à mettre dans le panier. C'est pas toujours très évident. Une défense qui est très souvent utilisée, c'est l'esquive. Donc constite plus dex, ça peut aider beaucoup de figurines. Ça vous coûte quand même 2 PA pour la faire. Par contre, si vous arrivez à la faire, vous avez le droit à un mouvement qui équivaut à demi-mouvement, en fait, qui équivaut au chiffre divisé par 2 dans votre bot. C'est très utile pour vous sortir d'un mauvais pas. Si vous êtes à 2 contre 1, par exemple, vous pouvez esquiver. Vous pouvez donc du coup vous désengager gratuitement. Enfin, vous pouvez sortir des zones de contrôle gratuitement. Vous avez réussi une esquive, vous pouvez foutre le camp. Réfléchissez toujours très bien où vous partez avec votre mouvement, parce que y a peut-être d'autres choses à faire que de fuir le plus loin possible, vous positionner de façon à avoir un allié pour votre prochaine défense, etc. Donc réfléchissez toujours bien avant de faire une action que vous pourriez regretter ou vous dire après merde j'aurais dû faire ça. Donc prenez vraiment le temps de bien réfléchir au mouvement que vous pouvez faire. Cette action défensive a une compétence qui lui est très utile, qui est Mucus, une nouvelle compétence du livre 2, qui lui permet de ne coûter que 1 PA, et ça c'est très très fort. Petite note cependant, si vous faites une esquive sur un tir, vous ne pouvez pas bouger en vous rapprochant du tireur, excepté s'il y a un couvert pour vous mettre à couvert. Sinon, vous devez toujours reculer, ce qui est logique. Enfin, si on vous tire dessus, vous n'allez pas foncer vers le tireur en ligne droite. Ce qui semble logique.
Une autre possibilité de défense, c'est le contre. Alors par contre, le contre, c'est de l'investissement. Ça coûte 3 PA. Et si vous réussissez la défense, vous pouvez taper gratuitement. C'est une défense qui est utile si vous avez beaucoup de PA en réserve. C'est une défense qui est utile si vous avez également beaucoup de dex et de force. C'est une défense qui est utile si votre adversaire est déjà blessé et que vous pouvez tenter de le tuer ou alors de le passer en zone colorée dans ses PV. Mais sinon, j'ai quand même une préférence pour l'esquive plutôt que le contre. Coûte moins cher et me permet de me positionner mieux pour encaisser une potentielle charge adverse, etc. Donc, à faire attention, toujours bien choisir entre le contre et l'esquive. Certaines figurines ont évidemment des bonus en esquive, d'autres en ont en contre. Je pense notamment au chef de la milice Kinter, qui avec son bouclier fait des contres pour 1 PA, où là c'est tout bénef de faire des contres. Donc non, vous avez la possibilité avec certaines figurines de préférer le contre, mais réfléchissez toujours bien à soit mettre une attaque, parce que vous pouvez également contrer un contre. Ça veut dire que si vous réussissez votre défense avec un contre, vous attaquez, du coup votre adversaire peut faire un contre et vous remet une attaque gratuite. Ça bouffe une petite PA, mais pour une figurine qui de base attaque à 3 PA, quand on contre une de ces attaques, c'est pas complètement débile de penser à contrer lui-même son propre contre entre guillemets. Donc réfléchissez toujours bien aux bénéfices que vous pouvez tirer de ce genre d'action, parce que ça peut valoir la peine de se dire ben tiens, je peux essayer de faire ça, au final ça me revient au même coup, pourquoi pas, et ça me redonnerait une attaque gratuite qui est tout à fait boostable, qui elle-même encore est contrable, donc vous pouvez contrer un contre d'un contre, enfin bref, tant que vous avez des PA, au final vous faites un peu ce que vous voulez. Une action défensive supplémentaire qui nous vient du livre de campagne, c'est le désarmement. Et ça c'est assez intéressant, alors ça coûte la peau du cul du bras comme on dit. Ça coûte 4 PA, donc c'est une action où vous allez chercher à désarmer un adversaire. Si cet adversaire vous attaque, vous avez la possibilité de dire bah, je désarme. Vous faites un jet de Constit plus Dex, il fait un jet de Dex plus Force, je crois. Oui. Si jamais vous passez, enfin si vous réussissez à défense entre guillemets, votre adversaire devra utiliser son mouvement gratuit ou un PA pour pouvoir continuer à utiliser son arme, sinon elle est à terre et il devra la ramasser. Par contre, si vous échouez, qu'est-ce qui se passe si vous ratez votre désarmement? Vous devez choisir entre l'esquive ou la contre-attaque, sinon vous subissez des dégâts. Donc ça peut être vraiment handicapant parce que du coup vous allez soit prendre les dégâts de l'attaque normalement, soit devoir utiliser des PA pour esquiver ou pour contre-attaquer. Donc ça peut vite devenir un gouffre à PA. L'avantage c'est que si vous arrivez à désarmer votre adversaire, il ne bénéficie plus des divers bonus de son arme. Je pense notamment à des armes, des équipements spéciaux comme Squarir pour Madog, ou alors le bouclier du chef de la milice. Qui ont des actions spéciales, vous pouvez très bien désarmer et du coup il va devoir utiliser un PA ou son mouvement gratuit pour continuer à taper avec. Ce qui peut poser problème parce que du coup ils auront peut-être pas forcément les PA qu'il faut, ils auront peut-être pas ce qui... Enfin, il y a plein de petites choses comme ça où il faut que vous regardiez combien il reste de PA à votre adversaire. Comment est-ce qu'on peut boutiquer pour lui faire claquer justement ses PA, a-t-il déjà utilisé son mouvement gratuit, etc. Mais comme dit, c'est une action qui coûte 4 PA. Donc du coup, vous allez devoir chercher ces désengagements. Ce sera à mon avis relativement rare de vous dire « Ah il me reste 4 PA, qu'est-ce que je peux faire 2 esquives, un contre, une défense normale, booster mes défenses, ou alors un désengagement je ne sais pas. » Je pense que c'est des actions... Enfin, le désarmement, est une action qui va vous demander de la préparer et d'essayer d'aller la chercher. C'est pas une action qu'on va faire comme défense normale. On aura préférence, je pense, à faire 2 esquives à la place du désarmement, si ça n'en vaut pas la peine, tout simplement parce que c'est les mêmes stats. Enfin, c'est les mêmes caractères qui sont utilisés pour les 2 jets. Et du coup, je pense que le désarmement, c'est vraiment quelque chose que vous allez vouloir faire.
Pas juste une défense comme ça, j'essaye. Ça peut être utile également de désarmer un adversaire qui a une carac d'allonge de base. Enfin, si vous avez une figurine qui a un bâton qui vous tape à une brasse et demie, vous pouvez très bien désarmer la figurine, comme ça elle devra faire un mouvement pour vous taper si elle décide de ne pas ramasser son arme. Ce qui est très con parce que du coup ça veut dire qu'il a 2 PA en réserve ou en mouvement gratuit, donc il peut récupérer. Bref, vous suivez mon raisonnement. Si vous avez suivi, bravo. Si vous n'avez pas suivi, c'est pas grave. Repassez la vidéo. Mais grosso modo, ça peut être intéressant justement pour faire perdre des PA à votre adversaire pour qu'il tape moins ou qu'il ait après moins de défense. Mais par contre, vous de votre côté, ça vous ampute 4 PA. C'est pas négligeable. Toujours bien prendre en compte ce côté-là parce que c'est vraiment très cher. Je me demande s'il n'y a pas des figurines qui ont des facilités pour désarmer. Est-ce que non, Mae n'a pas de facilité. Mais bref, j'imagine, si ce n'est pas déjà le cas, il y a sans doute des figurines qui vont avoir des facilités de désarmement. Ça semblerait logique. Ou des équipements qui permettront de désarmer pour moins cher. Ce qui semblerait également logique. Je crois que le coupe-jarret a un truc. J'ai un doute, je ne sais plus. Mais je pense que ça va venir si ce n'est pas déjà le cas. Ça, c'était dans les défenses, disons, actives. Vous choisissez ce que vous faites. Après, il y a des défenses qui sont passives. C'est-à-dire que vous avez l'armure qui vous permet de défendre, de diminuer les dégâts reçus, le cas échéant. Et c'est quelque chose qu'on peut rajouter dans les défenses, mais ça se passe automatiquement quand vous subissez des dégâts. C'est-à-dire que vos armures ont un certain nombre de points de vie, donc de fois où vous pouvez les utiliser. À chaque fois que vous utilisez une armure, donc à chaque fois que vous subissez des dégâts, vous n'avez pas le choix d'utiliser ou pas une armure, c'est automatique. Vous jetez un des 10. Si vous faites plus ou égal que le chiffre qui est dans la flèche noire, vous enlevez vous soustrayez le chiffre de droite aux dégâts reçus. Si vous faites moins que le chiffre dans la flèche noire, vous soustrayez le chiffre de gauche aux dégâts reçus. Certaines armures sont 0 X Y, on va dire ça comme ça. Donc malheureusement elles ne servent à rien parce que ça tape soit l'armure est trop légère comme une armure de cuir, soit elle est trop localisée comme si vous aviez juste j'en sais rien, un bout de plastron ou un truc dans le genre. Certaines armures sont par contre beaucoup plus efficaces, elles sont 2XY, c'est souvent 2X4, comme par exemple un Birgus en Rotuma ou autre. Ça, c'est des armures qui sont beaucoup plus solides. Et du coup, ça va permettre à votre figurine de rester en vie beaucoup plus longtemps, parce que ça va diminuer systématiquement le nombre de dégâts reçus. Certaines figurines ont des armures automatiques, comme par exemple les Orenok. Beaucoup d'Orenok ont la capacité de diminuer les dégâts de 1 dès qu'ils en reçoivent, sans faire de jet. Par contre, l'avantage de faire un jet, c'est que vous pouvez faire des échecs critiques, mais surtout des réussites critiques. Sur un échec critique, vous cochez 2 cases d'armure et prenez tous les dégâts. C'est en soi pas jojo, mais c'est encore pas terrible. Enfin, c'est encore pas catastrophique, on va dire ça comme ça. Par contre, si vous faites une réussite critique, vous annulez tous les dégâts reçus, excepté ceux, les bonus des critiques. C'est-à-dire que si vous prenez 4 points de dégâts parce qu'il y a une arme qui fait 4 points de dégâts, vous faites une réussite critique, vous ne prenez rien. Si votre adversaire avait fait une réussite critique et qu'il a 3 de force, vous prenez 4 points de dégâts plus 3 de force normalement. Si vous faites une réussite critique sur l'armure, vous ne prenez que les 3 dégâts de critique. De force. Et du coup, ça peut annuler parfois juste ce qu'il faut pour vous permettre de vous sauver les fesses. Donc, le port d'une armure peut vous avantager énormément si vous avez un peu de chance sur les dés. Ça vaut la peine parfois de tenter le coup et de prendre bêtement juste la toute petite armure du livre d'équipement du livre de règles pour vous permettre de faire un jet et de vous dire j'essaye, si j'ai un 10 c'est bénef, si j'ai pas de 10 tant pis, j'aurais payé je sais plus combien allait pièces d'or, mais ça va vous permettre de tenter le coup au moins. Elle n'inflige pas énormément de malus, n'annule pas énormément de dégâts, même si vous réussissez le jet. Mais en attendant, ça vous permet peut-être de virer justement... je sais qu'il y a des figurines qui font 7 dégâts, 8 dégâts de base. Du coup, ça vaut la peine de les virer parce que ça ampute quand même pas mal vos PV. Si bêtement vous réussissez si vous faites un 10 sur une attaque de, je ne sais pas, Gustave par exemple, qui tape très fort... ou même Okanek avec son marteau, c'est tout bénef, je veux dire, vous avez rien perdu, et du coup vos pièces d'or sont rentabilisées. Et évidemment, il faut choisir cette option-là,
c'est un peu risqué parce que c'est vraiment jouer sur la chance, mais voilà, sur un coup de bol, ça peut passer. Ça, c'est au niveau donc des défenses passives. Après, maintenant, il y a les défenses qu'on pourrait classifier dans les défenses de mouvement ou de positionnement stratégique. Alors, comme on l'a vu très souvent, briscard, la table est importante et les mouvements sont très libres. Donc, il y a plein de stratégies de positionnement qui existent pour protéger une figurine. Mais le problème, c'est que aucune ne fonctionne à 100%. Vous avez toujours moyen de passer outre les défenses mises en place, excepté à la limite si vous mettez la figurine à protéger dans un coin de table et que vous mettez tous vos briscards autour. Mais dans ce cas-là, le tir d'artillerie risque de faire très mal. Bref, c'est très compliqué de défendre efficacement une figurine. Vous avez des possibilités de lui donner des bonus, mais de défendre vraiment pour la rendre, entre guillemets, inaccessible ou bien protégée, c'est très compliqué. Les conseils que je peux vous donner là-dessus, c'est jouer sur la table de jeu, enfin jouer au niveau des décors de la table de jeu. Essayez de trouver des angles morts, des coins de bâtiments ou ce genre de choses pour maximiser vos couverts s'il y a des tireurs en face. Essayez de jouer sur les différentes hauteurs que vous pourriez avoir si vous avez des tables pour vous permettre de vous donner des bonus toujours face à des tireurs ou alors face à briscard qui ne pourraient pas vous atteindre. Par exemple, si vous êtes sur le toit d'un bâtiment, les briscards qui sont au sol techniquement devraient grimper également sur ce bâtiment. Donc il y a des possibilités de jouer pour maximiser vos défenses, mais rien qui vous rende inatteignable. Essayez également de maximiser les zones de contrôle sur une figurine ennemie pour que son désengagement soit plus difficile. Vous avez des techniques comme la prise en sandwich qui peut vous donner des bonus intéressants et qui peut après rajouter encore des bonus de défense à la figurine que vous voulez protéger. Parce que vous vous positionnez bien, comme sur le schéma, vous pouvez bénéficier de bonus, mais c'est des circonstances aussi qui sont assez rares à mettre en place, puisque de ce que j'ai vu, en tout cas sur la plupart des tables de jeu, souvent vous avez des terrains qui sont irréguliers, vous avez des dénivelés en fonction des tables, donc il y a toujours des endroits relativement grands et relativement plats où vous pouvez faire cette stratégie. Le problème, c'est que pour arriver à faire cette stratégie, il faut mettre en place tellement de choses que ça vaut presque même pas la peine d'y songer. Et du coup, vous allez sans doute essayer de faire autre chose. Donc, essayez toujours de garder en mémoire que l'immunité de vie d'une figurine n'existe pas, excepté pour Jarod. Voilà. Ou n'existe que très difficilement. Maximiser les défenses, c'est-à-dire aussi également s'agenouiller, se mettre à couvert, écranter. À partir du moment où vous avez un bonus de plus 10, plus 12 sur un tir en défense, là vous pouvez considérer que vous êtes bien. Mais un échec critique est toujours arrivé, et puis peut toujours arriver. Et du coup vous allez quand même vous faire tirer dessus. La meilleure défense au niveau du placement, c'est de jouer avec les décors. Chaque table de jeu est différente. C'est très difficile donc d'arriver à donner une idée générale. Si vous avez par exemple une ruelle pas très large, un boyau de grotte ou quelque chose dans ce goût-là, vous pouvez essayer justement de mettre la figurine à protéger derrière une autre figurine qui fera écran ou qui fera obstacle. Par contre, si vous essayez de faire obstacle avec une figurine, dites-vous bien que les figurines adverses qui ont allonge peuvent outrepasser votre propre brasse de socle pour aller taper derrière. Donc il y a vraiment des choses comme ça où il faut prendre en compte toutes les informations qu'on peut avoir et c'est quasiment impossible de vous donner une stratégie fixe. Donc si je peux résumer un petit peu les mouvements, les mouvements défensifs entre guillemets, essayez un maximum de jouer avec les décors, essayez le cas échéant de mettre un maximum de bonus pour la figurine qui va devoir défendre, soit par la supériorité numérique, soit par des hauteurs différentes pour les tirs.
Essayez également de maximiser les zones de contrôle sur les figurines que vous ne voulez pas voir bouger. Par exemple, si une figurine est menaçante, mais du coup si elle a 3 zones de contrôle, si elle est dans 3 zones de contrôle pour son désengagement, vous aurez des bonus pour la retenir, et du coup il y a des chances pour qu'elle ne se désengage pas et ne puisse du coup pas bouger. De même que essayez de mettre les zones de contrôle de vos figurines de façon à restreindre un maximum la liberté de mouvement dans les zones de contrôle. Si vous avez 2 figurines à vous, essayez de faire en sorte que la figurine adverse soit entre les 2 figurines de votre côté, pour que sa zone de mouvement, sans faire de jet de désengagement, soit très limitée. Donc essayez toujours de jouer là-dessus. C'est un petit peu le seul conseil que je puis vous donner qui entre guillemets marche. C'est vraiment d'essayer de restreindre les mouvements de votre adversaire au maximum. Après, les tables sont petites, les portées des armes à feu sont entre guillemets infinies, sauf pour certaines bien précises. Donc, mettre vraiment un briscard à l'abri, ça signifie, je sais pas, l'enfermer dans un tonneau et puis essayer de le mettre dans un endroit où personne ne le verra. Mais c'est compliqué de vraiment protéger énormément ces figurines. La plupart des figurines entre guillemets faibles ont des bonus pour faire des esquives ou se désengager, etc. Mais on ne peut pas rendre une figurine, en tout cas pas à briscard, inatteignable ou intouchable, sauf très rares exceptions. Voilà. Je crois que j'ai à peu près tout dit ce que j'avais envie de dire sur ce Tactica. J'espère que ce Tactica vous a intéressé, vous a appris des choses. J'ai énuméré pas mal de choses basiques, entre autres, mais le problème de briscard étant que la plupart du temps, on peut appliquer une certaine stratégie en fonction des circonstances, mais il y a énormément de circonstances différentes. Et du coup, la table de jeu également, je ne le redirai jamais assez, joue un rôle extrêmement important à ce niveau-là. Comment elle est positionnée, quels sont les décors, quelles sont les règles spéciales que vous avez mis sur votre table. Donc c'est très très compliqué d'essayer de faire quelque chose d'exhaustif. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. N'hésitez pas dans les commentaires à mettre si vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai dit, si vous voyez une stratégie qui m'aurait échappé. Je ne prétends pas avoir la science infuse, ni même être un professionnel de briscard et tout savoir sur tout. Je vous partage mes expériences et mes ressentis. Faites de même, c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on peut corriger ses erreurs. Je vous invite à laisser des messages donc sous cette vidéo, sur la page Facebook, sur Twitter, par email, enfin bref, par tout le moyen que vous pouvez imaginer. Je vous remercie encore une fois d'avoir vu cette vidéo et d'ici à la prochaine, eh bien, que les dés soient avec vous.